Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue pour cette dernière masterclass de ce salon Your Future ici depuis le stade Roland-Garros. Et pour cette dernière masterclass, j'ai le plaisir d'accueillir juste à côté de moi Eric Duncan. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes le chargé de mission pédagogique de 3IS. Oui, c'est ça, oui. Alors 3IS, beaucoup de spécialités, on aura l'occasion d'y revenir. Je les cite comme ça à la volée: cinéma, son, jeux vidéo, communication digitale, audiovisuel également. Oui, cinéma d'animation, spectacle vivant aussi. Voilà, donc des univers très riches, également aussi beaucoup de spécialisations tout au long de vos cursus. Ah oui, tout à fait, oui. Alors peut-être une question simple pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter 3IS ? Alors 3IS, c'est une école qui existe depuis 35 ans maintenant, ou presque, à quelques années près, enfin à 34 ans et quelques. C'est une école qui, au départ, est une école de cinéma et d'audiovisuel. Donc nous, on a commencé sur ce secteur-là et on l'a peu à peu étendu avec tout l'historique de l'école. Donc c'est une école aussi qui est basée historiquement donc, dans les Yvelines à Paris-Ouest et qui était sur un seul bâtiment, qui s'est étendu aussi il y a une dizaine d'années sur plusieurs bâtiments donc dans ce secteur de Paris-Ouest et puis qui s'est développé aussi dans la France parce que maintenant on est à Bordeaux, à Lyon et à Nantes et on ouvre un campus à Avignon à la rentrée prochaine. Et le point commun, sans doute aussi de certaines de vos formations, sont des métiers de créatifs, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, on est spécialisé dans les métiers créatifs. Alors pas tous les métiers créatifs, parce que tatoueur est un métier créatif par exemple, donc on n'a pas une spécialisation tatouage, mais tous les secteurs que vous avez cités, effectivement, sont représentés chez nous. Alors comment on peut définir un métier de créatif justement ? Il y a des qualités, j'imagine, qui sont indispensables pour pouvoir les exercer correctement. Un métier créatif, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est un métier où la création est au centre. Alors il y a aussi bien l'artistique, mais il y a aussi la technicité et le fait que l'on va fabriquer du contenu. Donc de la rédaction, qu'on soit scénariste, pour de la fiction ou du contenu web, on est dans des métiers effectivement créatifs. Donc finalement, le spectre est assez large parce qu'on peut trouver des métiers, des secteurs qui sont très 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 différents, où on va avoir des capacités graphiques très importantes, ou des capacités rédactionnelles, ou des capacités de technicité. Ce qui réunit tous ces métiers extrêmement différents, ça reste la passion, parce que ce sont des métiers qu'on peut difficilement faire si on n'aime pas le secteur, ce que l'on fait. Avec aussi un rythme particulier, je pense notamment au cinéma, on n'a pas forcément des contrats type CDI classiques, comme dans un bureau. Alors, on peut avoir des contrats type CDI. Il y a certains métiers qui, effectivement, permettent de rester fixes. Donc, les métiers de la production, par exemple, on travaille pour une société qui va développer différents projets. On les fait à la fois. Donc, effectivement, on peut venir travailler tous les jours. Mais dans la plupart de ces métiers, il y a ce qu'on appelle le travail sous forme de projet. C'est-à-dire qu'on travaille d'un projet à un projet. Donc, suivant votre secteur, par exemple dans le jeu vidéo, travailler sur un projet, ça veut dire travailler sur un jeu. C'est long de faire des jeux. Donc, on va y passer des mois, voire quelques années. Quand vous êtes dans le domaine du cinéma, vous allez travailler donc sur un tournage. Vous allez travailler plusieurs jours, quelques semaines. Si vous êtes en audiovisuel sur de la télé, ça peut être un jour en fait votre contrat de travail. Donc, vous allez aller au bout de ce projet et puis après, une fois que ce projet est fini, vous revenez sur le marché du travail en attendant de retrouver un projet. Donc dit comme ça peut être un petit peu anxiogène de se dire très bien, donc qu'est-ce qu'on fait ? Alors effectivement, on est dans les métiers créatifs, on a parfois des statuts particuliers, et notamment ce statut de l'intermittent du spectacle, qui n'est pas un métier déjà en soi, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez avoir, vous pouvez bénéficier si vous justifiez d'un certain nombre d'heures de travail dans l'année, donc c'est 507 heures dans l'année selon la plupart de nos métiers créatifs, vous pouvez effectivement décrocher un statut qui vous indemnise entre chaque projet. Donc c'est-à-dire que ça permet d'avoir quand même une stabilité financière, une forme de sécurité de l'emploi, tout en permettant aux créatifs de véritablement se focaliser sur quelque chose d'important et puis comme ça de basculer de film en film, jeu en jeu, concert de concert. Voilà. Alors on est aussi avec une école qui est très connectée au monde des entreprises. Vous travaillez avec beaucoup d'entreprises, des étudiants d'ailleurs de vos formations qui retrouvent ces entreprises lors de stages et pourquoi pas, j'imagine aussi d'alternance. Oui, parce que donc on est une école professionnalisante. Donc nous, le but, c'est que nos étudiants s'insèrent dans ces métiers.
Donc nous avons des périodes de stage qui sont régulières, qui sont progressives aussi. On en reparlera sûrement, mais la première année est une année aussi de découverte où il faut aller à la conquête de ces métiers-là. On n'a pas toujours les bonnes idées. Il y a des métiers qui sont très connus, d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc en première année, on est là véritablement pour découvrir et pour rendre les choses aussi concrètes. Donc c'est un mois de stage en première année, 2 mois en milieu de deuxième année, à un moment où on a quand même des compétences et on peut vraiment s'insérer dans une dynamique d'entreprise, et on finit avec un stage de 6 mois en fin de troisième année, mais c'est une fois que le cursus est complété. Donc en fait, la formation fait 3 années et demie, ce qu'on appelle le stage d'insertion, parce que vous n'êtes pas dans un univers d'école, et puis du jour au lendemain, vous basculez dans la vie active avec pas forcément les clés, etc. Donc là, on a vraiment l'idée d'une insertion extrêmement accompagnée de l'école et en même temps concrète. Donc ça, c'est la formule stage, mais on a aussi la possibilité d'être en alternance sur notre troisième année. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de ces 2 ans, on choisit un rythme qui vous met les 3/4 du temps en entreprise et le reste à l'école. Et donc, non seulement vous êtes extrêmement connecté au monde de l'entreprise, mais en plus, ça vous permet de financer aussi votre troisième année, ce qui permet d'ouvrir aussi la diversité sociale de nos étudiants. Avec des formations qui, là aussi, sont en constante évolution, en fonction de l'évolution des technologies. Je pense notamment, comme ça, réalité augmentée, réalité virtuelle, des technologies qui se développent et dont d'ailleurs les usages également se développent. Oui, sachant que quand nous sommes dans les métiers créatifs, il y a les nouvelles technologies effectivement qui arrivent. Il faut rester pragmatique parce que les métiers créatifs ont des racines des fois très anciennes. Et ce n'est pas une nouvelle technologie qui remet les choses à plat. Donc les bonnes formations créatives sont les formations aussi qui vous permettent d'avoir des bases qui sont parfois très anciennes. Une base de scénario, ça date d'Aristote par exemple. La structure en 3 actes, ça vient quand même de là. Donc, on réinvente pas la roue. Il faut vraiment être formé de manière très pointue là-dedans. Maintenant, ça s'exprime avec des outils effectivement qui sont en constante évolution et peut-être des besoins et des désirs, des goûts du public qui changent. Vous parlez de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Oui, c'est vrai. Et en même temps, on voit que ce sont des usages, des choses qui sont un peu moins percutants là dans l'actualité immédiate qu'il y a quelques années. On suit l'actualité et on voit que Meta, avec son multivers, c'est pas forcément quelque chose qui prend parce qu'il y a eu un appel, on se dit tiens, c'est un nouveau champ et on se rend compte que les gens n'ont peut-être pas envie d'avoir un casque sur la tête. Et donc, ce qui est une tendance, il faut former à cette tendance, effectivement, et puis à un moment donné, ça bouge et il y a d'autres tendances pendant ce temps-là. Vous parlez de réalité virtuelle, etc. Moi, je vous parle d'intelligence artificielle qui, là, est une très grosse tendance. On en parle dans la presse généraliste de manière assez anxiogène en disant que des robots vont conquérir le monde avec l'image de Terminator, hein, vous l'avez vu. Et donc, ça ne va pas se passer comme ça, a priori. Et, pardon. Et chose est sûre, c'est que dans la presse anxiogène, on nous dit que ça va peut-être remplacer le travail humain. Donc, on a fait venir des spécialistes de l'IA. On a fait une masterclass d'ailleurs dans dans notre campus. Et on interroge justement cette connexion-là pour se rendre compte que l'IA, c'est un outil qui arrive. C'est vrai que ce n'était pas forcément prévu, qui arrive vite. C'est un outil puissant qui n'est pas encore très bien cadré juridiquement. Mais c'est un outil qui va servir nos métiers. Ça ne va pas du tout les remplacer. C'est une machine qui n'a pas de vision artistique. La vision artistique reste du domaine du créateur et c'est juste un outil qui permet d'être plus efficace et plus rapide et de pousser les choses un peu plus loin. Donc voilà en quoi il faut être aussi, faut faire une veille effectivement constante. Il faut avoir un œil critique pour voir où sont les bonnes tendances et une fois qu'elles sont cristallisées, les implémenter le plus vite possible dans notre pédagogie pour être réactif pour notre employabilité. Donc les métiers créatifs, selon vous, sont protégés, notamment on pense à ChatGPT, ils sont protégés du fait justement de ce besoin de création, d'avoir peut-être cet esprit de folie aussi par rapport à des métiers plus traditionnels qui, eux, sont vraiment menacés par l'essor de l'intelligence artificielle. Oui, après, chaque métier est impacté différemment et c'est quelque chose, c'est sûrement une technologie qui est allée trop vite. On a vu la grève des acteurs et des scénaristes aux États-Unis qui aboutissent à un cadre juridique qui sûrement aurait dû être placé au préalable. La bonne nouvelle, c'est que il est mis en place, c'est-à-dire qu'un scénariste aux États-Unis ne peut pas, on ne peut pas appeler scénario quelque chose qui a été écrit par une intelligence artificielle. Il faut que ce soit un être humain qui l'ait fait, qui ait potentiellement utilisé l'intelligence artificielle pour exprimer
explorer les pistes. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un algorithme qui génère de la probabilité. Donc, si vous voulez faire un dessin, par exemple, par intelligence artificielle, vous voulez dessiner un oiseau sur une branche, vous pouvez demander à une intelligence artificielle de le faire, mais elle va synthétiser tous les dessins d'oiseaux sur une branche et elle va vous donner la vision majoritaire des choses. Or, quand on est dans un métier créatif, a priori, on vous demande certes d'être dans une industrie, de répondre à certains standards, mais on vous demande d'avoir une vision, de fabriquer un contenu qui n'a pas déjà été vu 1 milliard de fois, sinon quel intérêt? Et donc ça, une machine ne peut pas le faire, avoir du goût, avoir une formation pour savoir qu'est-ce qui fait un bel oiseau ou une belle sculpture, etc. Une machine, et on le voit sur la représentation des mains, un ordinateur, c'est pas du tout ce que c'est qu'une main. Donc c'est là où nos métiers, non, ne sont pas en danger. Alors peut-être que ça grignote certains corps de métier, mais ça en développe d'autres. Donc nous, on analyse les choses pour voir qu'est-ce qui est créé par rapport à ce qui est détruit. La balance, elle est bénéficiaire pour l'instant. Et en tout cas, il y a une vraie carence en ce moment de gens spécialisés dans la maîtrise de l'IA, parce que c'est une vraie maîtrise. Il faut arrêter de croire, si vous avez essayé Midjourney, par exemple, qu'il y a une formule magique qui va sortir une image de dingue. Vous avez sûrement utilisé Midjourney comme moi, et comme moi, le résultat était tout pourri. Et quand vous voyez des graphistes qui font de l'intelligence artificielle sur les réseaux, vous dites, mais comment ils font? Ils ont généré 200 images, ils ont essayé, ils ont sorti, ils ont imprimé, ils ont retravaillé dessus, ils ont réintégré ça, ils ont rééduqué la machine, ils l'ont ressorti. Bref, ils ont fait un travail important qui est sûrement un travail similaire quand Photoshop est arrivé, qu'on a dit que les photographes allaient sûrement disparaître, ce qui n'a pas été le cas. Il y a un autre enjeu aussi, c'est l'internationalisation dans vos métiers, Oui. avec aussi des cultures différentes qui Oui. doivent s'implémenter. Comment on fait face quand on est une école comme 3IS avec ses spécialités très différentes dans ces différents univers créatifs pour faire face à cette internationalisation et des carrières également peut-être aussi vouées à de plus en plus être à l'international? Bien, nous avons un axe international qui est identifié chez nous, avec des formations intégralement en anglais. Alors, ce ne sont pas toutes les formations, ces formations de cinéma audiovisuel et de son, qui sont dispensées en anglais. Les films sont tournés en anglais, tout est fait en anglais. Donc, c'est un cursus intégral qui est parallèle à la formation en français. Donc, on a cela. Nous avons un bureau de direction internationale qui gère aussi tout cet aspect-là, qui gère aussi des nationalités différentes qui viennent dans les cursus en anglais, mais parfois dans les cursus en français. On a un ensemble de 25 nationalités différentes sur notre campus. Et nous avons aussi la possibilité de faire des stages à l'étranger. Même si on est dans le cursus en français, on peut tout à fait faire son stage à l'étranger si on le souhaite. Et nous avons la charte Erasmus, on est signataire de cette charte, donc on a la possibilité donc, de stage, voire de faire des semestres à l'étranger également. Et nous sommes aussi partenaires du SILECT. Le SILECT, c'est un ensemble d'écoles de cinéma et d'audiovisuel. Donc ce sont plutôt pour des collaborations on va dire un petit peu plus créatives, mais on a organisé par exemple ensemble un festival d'un film en 48 heures où 3IS était partie prenante de cette organisation, où c'est un challenge entre les différentes écoles, et puis on a tout simplement fait un festival avec des prix, etc. à gagner. On est arrivé deuxième, on en est fiers, et on a une très grande réponse de toutes d'écoles à Londres, en Europe, ailleurs. Une question peut-être plus précisément sur vos formations. Comment se caractérise votre méthode pédagogique au sein de 3IS ? Alors, comme nous, on est sur un axe professionnel, on a déjà parlé du maillage avec des stages et de l'insertion, donc ça, j'espère que ça a été clair pour vous. Maintenant, nous, on part du général et on va au particulier, sachant que tous nos métiers sont très particuliers. Et comme je l'ai suggéré tout à l'heure, il y a des métiers qui sont très connus et d'autres qui sont moins connus. Donc, si on parle du cinéma, par exemple, c'est le plus connu, et moins l'audiovisuel, par exemple. Beaucoup de nos étudiants en cinéma audiovisuel, donc c'est mixte, par exemple, cette formation, tout le monde veut être réalisateur ou réalisatrice, parce que c'est le métier le plus connu, et c'est le métier où l'on pense que le réalisateur-réalisatrice fait tout. Et donc, on a déjà du mal à décoder véritablement quel est le sens de son travail. Donc, il n'est pas rare que tout le monde vienne avec cette idée-là, mais peu de gens seront réalisateurs, réalisatrices à la sortie. C'est vraiment, les places sont chères, et puis même les vocations sont limitées, une fois qu'on sait vraiment ce que c'est. Donc, juste pour résumer, on fonctionne avec une première année qui est un tronc commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécialisation en première année. On arrive, on touche à tout, et il faut être polyvalent avant d'être un spécialiste. Il faut comprendre que aussi tous ces métiers sont interconnectés. Donc on essaie aussi bien de la technique, de l'organisation, de l'artistique. On
on maille tout ça pour se définir. On fait des projets très régulièrement, on est en pratique, on change de poste, donc ce qui permet aussi d'explorer, de se mettre à la place d'eux. Et on choisit une spécialisation en deuxième année. Et là, cette spécialisation, on y reste et on la creuse. Il y a parfois de la mixité sur des métiers qui sont très très proches, comme l'écriture scénaristique et la réalisation fiction, ou la production et l'assistanat de réalisation, c'est de l'organisation quelque part. Donc on a encore des semestres communs attachés, mais ça nous permet après d'aller au fur et à mesure de la formation dans des choses qui sont extrêmement spécifiques. Si par exemple l'assistant réalisateur, en fait on ne sait pas trop ce que c'est, on pense que c'est la personne qui apporte des cafés sur un plateau, c'est pas du tout ça. C'est ce qu'on appelle un chef de plateau. C'est un métier qui a énormément de responsabilités, c'est un métier qui est formidable, c'est-à-dire que vous êtes sur un plateau de tournage en permanence. Un réalisateur de fiction, il passe 2% de sa vie sur un plateau de tournage. Il passe son temps à développer son film, faire financer son film. Il passe beaucoup plus de temps en post-production que sur un tournage. Donc c'est une fausse idée, par exemple. Un assistant réalisateur, il passe sa vie, pas tout à fait sa vie, il a quand même pas mal de prépa, mais il passe énormément de temps sur un plateau. Et ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'est pas passé par un tronc commun, tant qu'on n'a pas compris tout cela. Donc vous voyez, c'est ce principe que l'on va retrouver dans toutes les formations, aussi bien sur le son, entre le sound design, entre la musique, etc., ou l'animation 2D, 3D. On a un socle commun qui, de toute manière, est nécessaire, et après on s'oriente précisément. Eric, on arrive bientôt à la fin de cette masterclass. Je voudrais peut-être pour conclure quelques exemples concrets de réalisation, de projets portés par vos étudiants dans ces différents univers créatifs. Alors, on produit beaucoup. On produit du format court-métrage en cinéma, donc on produit une quinzaine de courts-métrages en fin de troisième année. Beaucoup de choses, on va parler des projets de fin d'année, des jeux vidéo, de l'animation, de la musique. Le spectacle vivant organise des concerts à échelle réelle qui sont aussi la fête de l'école, etc. Donc on produit énormément de choses. Donc c'est compliqué de vous arrêter sur des choses comme ça très concrètes. Je vais essayer de synthétiser sur l'actu que l'on a en ce moment, par exemple sur quelques alumni. Je pense que c'est un moyen. Je suis désolé, je vais le ramener au cinéma parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, donc, alors qu'on a des univers beaucoup plus étendus. Mais nous avons donc un alumni qui s'appelle Léo Carman, qui a fait un superbe film qui s'appelle La dernière vie de Simon, un film fantastique en plus. C'est difficile de faire du fantastique en France, donc c'est un film qui est sorti en 2019, enfin juste dans la période, enfin qui s'est terminé en 2019, pardon, qui est sorti exploitation salle pendant le Covid, donc qui n'a pas eu la carrière en salle qu'il méritait. Donc s'il vous plaît, regardez-le, très objectivement, il est formidable. Nous avons un réalisateur qui s'appelle Léo Fontaine, qui sort son long métrage en avril, qui va s'appeler Jeunesse mon amour. Et nous avons aussi l'un de nos anciens qui s'appelle Arthur Mollard, qui a fait un court-métrage que vous pouvez regarder, qui s'appelle Jiminy, un court-métrage de SF qui a gagné une multitude de prix internationaux, c'est-à-dire qui a gagné des grands prix face à des courts-métrages professionnels, donc produits avec des budgets très très importants, et là qui finit son premier long-métrage qui devrait sortir dans 9 mois. Donc on vous conseille de vous rapprocher de ces films-là, juste de voir, de prendre du plaisir, et désolé d'être que sur le cinéma, mais je vois pas comment on peut parler de manière synthétique de tout cela avec juste le détail que là on parle de réalisateurs, de réalisatrices. J'ai déjà critiqué qu'ils étaient trop en ligne de mire, mais bien évidemment derrière ces réalisateurs, réalisatrices, vous avez des équipes entières en fait qui sont derrière, parce qu'ils sont restés avec leurs monteurs, leurs assistants, les gens de l'équipe image, etc., avec qui ils ont passé leur scolarité. On pourrait en parler des heures et des heures presque, j'ai envie de dire, quand on entend votre passion derrière vos propos. Merci beaucoup Eric Duncan. Merci. Chargé de mission pédagogique pour 3IS. La dernière masterclass ici au salon Your Future depuis le stade Roland-Garros, 3IS, partenaire de ce salon Your Future. Merci beaucoup Eric. Merci. Pour cette masterclass, et donc à très bientôt, le replay qui sera disponible dans quelques instants sur YouTube. Merci à vous et on se donne rendez-vous l'année prochaine, toujours au stade Roland-Garros pour une nouvelle édition de Your Future.